J'ai envoyé mes faire-part de mariage en premier. 2 semaines plus tard, ma sœur a annoncé sa fête de fiançailles le même jour, avec une invitation de plus que mon mariage. Tandis que je coupais le gâteau, ma mère m'a envoyé un SMS, « Appelle-moi. Urgent. » J'ai regardé le message et j'ai souri. 87 invitations. C'était le nombre que j'avais envoyé. Du papier cartonné crème rédigé à la main avec l'encre brune que Marc avait choisie, car il disait que le noir ressemblait à une facture et le bleu à un anniversaire. 87 invitations pour ma famille, tante, oncle, cousin, mes parents, ma sœur. Je les ai postées un mardi d'avril, 6 semaines avant le mariage, car ma grand-mère disait toujours, les invitations papier ont du poids, et celles envoyées témoignent de respect. 2 semaines plus tard, ma sœur Colette a publié sur Instagram, fête de fiançailles, même date que mon mariage, le même samedi de mai, de l'après-midi au soir, 88 invitations, une de plus que la mienne. J'ai fait le calcul dans le parking de la Poste, assise dans ma voiture, moteur coupé. 88. Elle aurait pu en envoyer 70 ou 100, ou n'importe quel autre nombre qui ne soit pas 87 plus 1. Mais Colette a toujours eu besoin d'être légèrement plus grande dans chaque pièce, et elle n'a jamais été subtile sur les mesures. La famille de Marc a confirmé 6 personnes, ses parents, son frère Théo, la petite amie de Théo, Eva, et 2 places réservées pour une tante et un oncle qui ont finalement envoyé un cadeau à la place. Mon côté, 0. Pas un seul carton réponse n'est revenu, pas un seul appel téléphonique. La boîte aux lettres est restée vide pendant des semaines, et chaque jour où je la vérifiais, la même vacuité me renvoyait son image. Un genre de rien particulier, plus retentissant que n'importe quelle réponse. Le jour de mon mariage, 11 personnes étaient assises dans un lieu prévu pour 94. Et quand ma mère m'a envoyé un SMS pendant la découpe du gâteau, j'ai regardé le message, j'ai regardé la photo qu'elle avait jointe, et j'ai souri. Je dois revenir au début. Le vendredi avant le mariage, j'étais au bureau d'enregistrement du département de la Gironde, à Bordeaux, pour déposer une main levée d'hypothèque pour un client. Je travaille comme assistante juridique chez Moreau et Associés, un cabinet d'avocats de taille moyenne sur la rue de la Douane qui gère principalement des successions, des fiducies et des litiges immobiliers. Ce travail me convient. J'ai toujours été la personne qui lit les petits caractères, qui vérifie les dates d'authentification notariale, qui vérifie les signatures des témoins. D'autres trouvent cela fastidieux. Je trouve cela apaisant, comme certaines personnes trouvent le jardinage ou la course à pied apaisant. Le travail régulier de placer les choses dans leur ordre correct. Le bureau d'enregistrement ferme à 17h, et à 16h15, les commis rangeaient déjà les papiers en pinette, lorgnant la porte. J'ai déposé le dossier dans le bon plateau et me suis retournée pour partir, mais ma main s'est arrêtée au bout de l'allée. 3 rangées plus bas, 2e casier à partir du sol. C'était le tiroir. 8 mois plus tôt, je l'avais ouvert en cherchant des titres de propriété pour un litige de bornage, et à l'intérieur, j'avais trouvé un document qui avait remanié l'architecture de ma famille sans que personne ne le sache. J'ai continué à marcher. Demain, c'était mon mariage. Le document pouvait attendre. Il attendait depuis 6 ans déjà. Dehors, Bordeaux offrait son spectacle de fin d'après-midi. Les chênes-lièges drapés de mousse espagnole, la lumière devenant épaisse et dorée sur les bâtiments en briques de la rue Sainte-Catherine. L'air si humide qu'il s'appuyait sur ma peau comme une paume chaude. J'ai conduit jusqu'à la maison à travers des rues que j'avais empruntées 1000 fois, passant devant les places avec leurs monuments, leurs bancs et leurs touristes posant devant la fontaine de la place des Quinconces. Et la ville semblait la même que toujours, sauf que tout ce qui concernait demain était inconnu. Et le pourquoi, ce non-savoir, s'était logé entre mes côtes comme de l'eau emplissant un verre. Ce soir-là, Marc et moi étions assis à la table de la cuisine de notre appartement, passant en revue les derniers détails. Le traiteur avait confirmé pour 94 personnes. Le fleuriste arriverait à midi. Le quatuor à cordes avait la playlist. La photographe, une jeune femme nommée Cass, que Marc avait trouvée par l'intermédiaire d'un collègue, nous rencontrerait sur le lieu à 13h30. Tout était organisé, étiqueté, programmé. Je suis douée pour ça. J'ai toujours été douée pour ça.
Mon bureau au travail a une étiqueteuse et un système de classement avec des onglets colorés. Et Marc a un jour plaisanté en disant que j'organiserais l'apocalypse dans un tableur et respecterais quand même la date limite. Il a regardé le plan de table, puis moi. Si confirmé de mon côté, a-t-il dit. Ton côté? C'est probablement le nombre final. Il a posé le plan. Il a cette manière de devenir immobile quand il est en colère et ne veut pas le montrer. Ses épaules se redressent et ses mains se posent à plat sur la surface la plus proche, comme s'il soutenait un mur. Marc est un ingénieur civil pour le département, un homme qui construit des murs de soutènement et des systèmes de drainage et connaît la capacité portante de chaque poutre de chaque structure qu'il touche. Quand il est en colère, son corps devenait une structure lui aussi. Poids distribué, articulation bloquée, rien ne bouge qui n'ait pas besoin de bouger. Tu veux appeler ta mère, a-t-il demandé. Non, Éléonore. Je ne veux pas l'entendre expliquer pourquoi elle ne peut pas venir. Je connais déjà le scénario. Colette a plus besoin d'elle. L'événement de Colette a été planifié en premier. Je me suis arrêtée. Elle dira qu'il a été planifié en premier, même si ce n'est pas le cas. Et je devrais choisir entre la corriger et maintenir la paix. Et je suis fatiguée de ce choix. Il est resté silencieux un instant. Puis il a tiré sa chaise autour de la table jusqu'à être à côté de moi, pas en face de moi. Si personne ne vient, a-t-il dit, je t'épouserai quand même devant toutes ces chaises vides, et je pèserai chaque mot plus fort que le silence. J'ai appuyé mon front contre son épaule. Il sentait la sueur et le savon, car il avait passé l'après-midi à poncer les sols de la maison que nous achetions, une maison à rénover dans le quartier de la Chartreuse qu'il avait déjà commencé à travailler, même si nous n'avions pas encore signé. Marc construit des choses. C'est ce qu'il fait au lieu de faire des discours. Quand il a fait sa demande, il ne s'est pas mis à genoux dans un restaurant. Il a construit un banc dans notre jardin avec du chêne de récupération et a caché l'écrin de bague dans la jonction où l'assise rencontrait la coudoir, et il m'a demandé de m'asseoir avec lui, et j'ai trouvé la boîte quand je me suis penchée en arrière. Et il a dit, j'ai pensé que le banc durerait plus longtemps que n'importe quel discours que je pourrais faire. Je lui ai parlé de la robe. La robe de mariée en organza de soie de 1967 de ma grand-mère était restée dans une housse de vêtements dans le garde-meuble de mes parents pendant 9 ans depuis le décès de grand-mère. J'avais toujours prévu de la porter. La robe était légendaire dans notre famille. Grand-mère l'avait portée pour épouser mon grand-père à Tours en 1967. Et sur les photos, elle ressemblait à une colonne de lumière, l'organza attrapant le soleil d'une manière qui la faisait rayonner. Quand j'étais petite, elle la sortait de la housse et la tenait contre moi en disant, un jour. Il y a 6 semaines, quand je suis allée à Tours pour la récupérer, la housse avait disparu. Le garde-meuble était à moitié vide, comme si quelqu'un y avait fouillé. Ma mère a dit qu'elle était probablement rangée ailleurs. Elle a dit qu'elle regarderait. Elle n'a jamais rappelé. Alors, j'ai acheté une robe fourreau ivoire dans une boutique de la rue Sainte-Catherine. Simple, épurée, la mienne. Je devrais expliquer à propos des invitations, à propos de ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines entre mon envoi et l'annonce de Colette. Je les ai envoyées un mardi. Marc et moi étions fiancés depuis 4 mois alors. La date du mariage était fixée depuis janvier. Tout le monde dans la famille le savait. J'avais appelé ma mère en décembre, le lendemain de la demande en mariage de Marc, et elle avait dit « Félicitations », d'une voix qui semblait lire une carte. J'avais appelé Colette, qui a dit « Oh, waouh. C'est génial », puis a passé 40 minutes à parler d'un homme qu'elle fréquentait depuis 3 semaines. Ce n'était pas nouveau. C'était le système d'exploitation de la famille qui exécutait le même programme depuis notre enfance. Colette a 3 ans de moins que moi et a été le centre de gravité de la famille depuis le jour de sa naissance. C'était le joli bébé, l'enfant facile, celle dont le sourire faisait arrêter ma mère dans la rue par des inconnus. C'était elle qui avait le rôle principal dans la pièce de théâtre de l'école. C'était elle qui avait fait une crise à ma remise de diplôme du lycée, si spectaculaire que ma mère avait passé toute la réception dans le parking à la calmer. J'ai mangé du gâteau seul à l'intérieur. Mon père lisait la section sportive sur son téléphone. Je ne dis pas que Colette est mauvaise.
Je dis qu'on ne lui a jamais demandé de partager une pièce avec les besoins de quelqu'un d'autre et qu'elle n'a donc jamais appris à le faire. Et chaque fois que j'étais sur le point d'avoir un moment à moi, l'attraction gravitationnelle de Colette ramenait l'attention. Elle ne le faisait pas exprès, ou elle le faisait, ou la distinction entre l'instinct et l'intention s'était effondrée il y a si longtemps que cela n'avait plus d'importance. Donc les invitations sont parties et pendant 2 semaines, les seules réponses sont venues de la famille de Marc et de 2 de mes collègues. Puis la publication Instagram de Colette est apparue. Une photo de sa main gauche, une bague que je ne reconnaissais pas sur un homme que je n'avais jamais rencontré. Une légende, il a demandé. J'ai dit oui. Fête de fiançailles le 17 mai, 15h. Retenez la date. Le 17 mai, jour de mon mariage. Les commentaires étaient pleins de cœurs et de félicitations. Ma tante Patricia a écrit « Nous serons là, petite chérie ». Ma cousine Denise a posté 3 émojis flammes. Ma mère a commenté un seul cœur rouge. Je suis restée dans ma voiture devant la poste et j'ai fait défiler chaque commentaire un par un, comparant les noms à la liste des personnes qui avaient reçu mon invitation. Le chevauchement était complet. Chaque personne célébrant la fête de fiançailles de Colette était quelqu'un qui avait été invité à mon mariage et n'avait pas répondu. Aucun d'eux n'a mentionné le conflit. Aucun d'eux ne semblait avoir enregistré la date. Ou peut-être qu'ils l'avaient tous enregistré et que le choix était si facile. J'ai fermé l'application. Je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas appelé Colette. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas posté de rappel passif-agressif sur mon propre événement. J'ai marqué la date et j'ai continué à planifier mon mariage, car le mariage n'a jamais été une question de qui se présentait. C'était une question de qui je devenais, et je devenais quelqu'un qui ne suppliait pas. Marc m'a demandé cette nuit-là si j'allais bien. Je lui ai dit la vérité. Je n'étais pas surprise. J'avais observé ce schéma pendant 31 ans. La façon dont on regarde une marée montée. On peut la cartographier. On peut prédire le moment exact où l'eau atteint la ligne que l'on a tracée dans le sable. On ne peut pas l'arrêter, mais on peut choisir où l'on se tient quand elle arrive. Où te tiens-tu ? A-t-il demandé. Sur un terrain sec. Le matin du mariage, je me suis réveillée à 7 heures. Marc était déjà levé, repassant sa chemise dans la cuisine. L'appartement sentait le café et l'amidon. Et la lumière du matin entrait par les fenêtres orientées à l'est en longs rayons dorés qui zébraient le sol. Sa mère, Jeanne, avait appelé pour dire qu'ils étaient sur l'autoroute, tous les 6, à 2 heures de route. J'ai vérifié mon téléphone pendant que le café infusait. Aucun message de ma famille. Pas de « bonne chance ». Pas de « je pense à toi », pas de « on arrive ». Le silence avait alors une forme. C'était un rectangle net, aux dimensions exactes d'un écran de téléphone sans rien dessus. Je me suis habillée seule. La robe fourreau ivoire se fermait par une fermeture éclair dans le dos, et j'ai tendu la main derrière moi et tiré la fermeture d'une seule main, comme on le fait quand il n'y a personne à qui demander. J'avais imaginé ce moment différemment. Quand j'étais petite, j'imaginais m'habiller pour mon mariage comme je l'avais vu dans les films, entourée de femmes. Ma mère derrière moi ajustant le voile, ma sœur tenant le bouquet, tout le monde pleurant, le genre de larmes qui signifie que l'on est tant aimé que cela déborde des yeux des gens. Au lieu de cela, la salle de bain était silencieuse et le seul bruit était celui de la fermeture éclair remontant ma colonne vertébrale et le bourdonnement du climatiseur dans la fenêtre. Je me suis maquillée seule devant le miroir de la salle de bain. Mascara, un peu de blush, un rouge à lèvres que Marc avait un jour dit me faire ressembler à quelqu'un qui avait mangé des fraises. Mes mains étaient stables, sauf une fois sur la 2e couche de mascara, quand mes doigts ont tremblé et que j'ai dû éloigner la brosse de mes cils et attendre. Le tremblement fut bref. Il venait de quelque part sous mes côtes, de l'endroit où le corps stocke ce que l'esprit a déjà traité et archivé. Le sentiment de vide s'est répandu dans mon sternum et dans mes bras. Et pendant une respiration, 2 respirations, mon corps a refusé d'être d'accord avec ce que mon esprit avait déjà accepté. L'esprit peut se préparer à l'absence. Le corps la pleure en son propre temps. Je me suis préparée. J'ai mis le téléphone dans ma pochette. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une femme que je n'attendais pas.
Pas la mariée des magazines, entourée de sa mère, de sa sœur et de ses amis. Toute pleurant et riant. Juste une femme dans une robe simple, debout dans sa propre salle de bain, sur le point d'épouser l'homme qu'elle aimait devant une pièce qui pourrait résonner. Elle était suffisante. J'étais suffisante. J'ai conduit jusqu'au lieu. Les jardins de Bellefontaine se trouvent à la périphérie de Bordeaux, après la dernière bande de route commerciale, et dans une étendue de chênes-lièges qui recouvre l'autoroute si complètement que la lumière devient verte et dorée même à midi. Le domaine a été construit en 1898 par un marchand de coton, abandonné dans les années 1970 lorsque l'argent familial a manqué, et restauré il y a 10 ans par un couple qui l'a transformé en espace événementiel. Des tonnelles de glycine bordent le chemin central. L'espace de cérémonie est une pelouse avec une terrasse en pierre derrière pour les réceptions. Et la terrasse donne sur un petit étang où les tortues se dorent au soleil sur la rive. Par beau temps, la lumière dans ce jardin ressemble à quelqu'un qui aurait versé du miel à travers les arbres. J'ai choisi Bellefontaine à cause de la glycine. Ma grand-mère avait une tonnelle de glycine dans son jardin à Tours, une cascade violette massive qu'elle entretenait chaque année, la taillant en hiver et la regardant exploser en avril. Quand j'étais petite, je m'asseyais dessous pendant qu'elle jardinait, et les fleurs violettes tombaient dans mes cheveux, et elle disait, « La glycine est patiente. Il lui faut des années pour fleurir, mais quand elle le fait, elle recouvre tout. » Je ne suis pas sûre qu'elle parlait de la plante. Le lieu était préparé pour 94. Des chaises blanches en 10 rangées de 9 plus 4 au bout, des fleurs sur chaque allée, des pivoines et des gardénias parce que grand-mère cultivait les deux. Et j'ai appris les noms avant d'apprendre l'écriture cursive. Un gâteau à 3 étages sur la terrasse de la réception. Citron avec glaçage au beurre. La recette de grand-mère, que j'avais cuisinée moi-même la veille, Marc tenant le mixeur pendant que je zestais 6 citrons à la main. Des marques placent sur 10 tables rondes, chacun calligraphié par mes soins pendant 3 soirées pendant que Marc regardait le football dans l'autre pièce et m'apportait périodiquement du thé. Le quatuor à cordes s'échauffait près de la tonnelle, jouant quelque chose de doux et de circulaire que je ne reconnaissais pas. J'ai marché à travers les rangées vides. Les chaises étaient brillantes sous le soleil de l'après-midi, et elles ressemblaient moins à des sièges qu'à une assemblée de petits fantômes blancs, présents et patients, attendant des corps qui ne viendraient pas. L'air était épais de gardénia et de chaleur, et la douceur s'accrochait à mes poumons d'une manière qui les serrait. Une pièce pleine de fleurs sent différemment quand il n'y a pas assez de personnes vivantes pour absorber le parfum. Cela devient écœurant. Cela devient l'odeur d'un salon funéraire. J'ai assisté à suffisamment d'enterrements pour connaître la différence entre les fleurs qui célèbrent et les fleurs qui pleurent. Et ces fleurs, debout dans leur vase dans un jardin vide, ne savaient pas si elles célébraient ou pleuraient. Mon estomac s'est retourné. Une vague de nausée, brève et aiguë, et j'ai appuyé ma main contre l'une des chaises blanches pour me stabiliser. Le cadre métallique était chaud du soleil. J'ai compté les rangées, 10. J'ai compté les chaises de la première rangée, 9. J'ai fait la multiplication parce que les chiffres sont ce vers quoi je me tourne quand le monde bascule, et les maths m'ont donné quelque chose de solide à quoi m'accrocher. La traiteur, Madame Laurent, s'est approchée de la terrasse. C'était une femme compacte d'une 50aine d'années avec des yeux gentils et le calme diplomatique de quelqu'un qui a géré une centaine d'événements et sait exactement quand l'un d'eux tourne mal. Elle a regardé les chaises vides. Elle m'a regardé. Elle n'a pas posé la question que ses yeux posaient. Ajustons-nous le programme, a-t-elle dit à la place. Non. La cérémonie à 15 heures. Elle a hoché la tête une fois et est retournée à la cuisine. Elle n'a pas posé de questions sur les chaises. J'étais reconnaissante pour cela. Il y a une gentillesse à ne pas poser une question dont on connaît déjà la réponse, à laisser quelqu'un garder son calme en prétendant qu'il n'a pas besoin d'être gardé. Marc est arrivé à 14h15 avec sa famille. Sa mère, Jeanne, est venue vers moi la première. C'est une femme petite avec des bras forts et des cheveux argentés qu'elle porte naturellement. Et elle m'a serré dans ses bras comme elle le fait toujours, complètement, les 2 bras autour de moi, avec une pression assez longue pour que cela compte. Elle a tenu un instant de plus cette fois. Cet instant de plus était pour les personnes qui auraient dû me serrer dans leurs bras et qui ne l'étaient pas. Le père de Marc, Gérard, m'a serré la main et a dit,
tu es magnifique. Sa voix était ferme et factuelle, comme il dit tout, comme si la beauté n'était pas une opinion, mais une mesure qu'il avait prise et confirmée. Puis il a marché vers les chaises et s'est assis du côté gauche, mon côté. Il n'a pas demandé quel côté était à qui. Il a simplement regardé l'arrangement, a fait son propre calcul et a choisi en conséquence. J'apprendrai plus tard que Jeanne leur avait dit à tous, pendant le trajet, de s'asseoir du côté d'Éléonore, sans exception, parce que cette fille a besoin de voir des visages quand elle regarde à gauche. Théo et Eva se sont assis à côté de lui. Puis Lise de mon bureau est arrivée avec David, un associé senior qui avait travaillé avec moi sur les affaires de litiges successoraux pendant 3 ans. Lise est le genre de collègue qui se souvient de votre anniversaire et vous apporte un café latte quand votre affaire tourne mal, et elle portait un petit cadeau emballé qui tintait quand elle l'a posé sur la table. David portait une cravate qui ne correspondait pas à sa chemise, ce qui signifiait qu'il s'était habillé à la hâte, ce qui signifiait qu'il était venu parce qu'il le voulait, pas parce qu'il l'avait prévu. Ce sont les arrivées qui comptent le plus. 11 personnes, 94 couverts, 83 chaises vides captant le soleil. Je me suis tenue au fond de l'allée et j'ai regardé les rangées. Le quatuor jouait. L'officiant, un pasteur à la retraite nommé Révérend Dubois, qui avait marié Gérard et Jeanne 35 ans auparavant, était en place sous la tonnelle. Marc se tenait à côté de lui dans le costume qu'il avait acheté dans une boutique du centre de Bordeaux, gris anthracite, avec une chemise blanche et sans cravate car il disait que les cravates le faisaient ressembler à un otage. Son visage quand il m'a vu était ouvert et sûr, et c'était le seul visage dont j'avais besoin dans ce jardin. J'ai remonté l'allée seule. Il n'y avait personne pour m'accompagner. Mon père était à 90 minutes de là à la fête de fiançailles de ma sœur, et même s'il avait été là, je ne suis pas sûre que je lui aurais demandé. La tradition d'être donné exige que quelqu'un vous ait tenu d'abord, et la prise de mon père avait toujours été lâche, son attention toujours portée vers la pièce la plus bruyante. Alors j'ai marché seule, et l'allée était longue, et les chaises des deux côtés étaient principalement vides, et mes chaussures s'enfonçaient dans l'herbe douce à chaque pas, et le quatuor jouait, et la glycine au-dessus de la tonnelle était en pleine floraison. Si bien que les fleurs violettes semblaient pouvoir faire tomber le treillis sous leur poids. J'ai marché vers Marc, et à chaque pas, les chaises vides derrière moi diminuaient, et l'homme devant moi grandissait. Et au moment où j'ai atteint la tonnelle, le calcul avait tourné en ma faveur. La cérémonie fut courte, des vœux personnels, sur lesquels nous nous étions mis d'accord car aucun de nous ne voulait les mots d'un autre pour la chose la plus honnête que nous dirions jamais. Marc commença. Ce n'est pas un homme qui parle des sentiments en termes abstraits. Il construit son amour dans des objets. Je nous construirai une véranda, dit-il. Je poncerai les sols moi-même. Je transporterai les courses en un seul voyage à chaque fois. Et quand tu ne pourras pas dormir à 3 heures du matin, je me lèverai et ferai du thé et m'assiérai avec toi jusqu'à ce que tu le puisses. Je ne te demanderai jamais de te faire plus petite pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. Cette dernière phrase résonna dans ma poitrine. Il ne l'avait jamais dite auparavant. Il l'a dit devant 11 personnes et 83 chaises vides, et chaque mot portait son poids. Mon tour. J'avais écrit mes vœux sur une fiche et les avais mémorisés. Mais debout là, regardant Marc, les mots mémorisés s'effacèrent, et ce qui sortit était plus proche de l'os. Je croyais autrefois qu'être choisi par sa famille était la première preuve que l'on méritait d'être choisi. J'ai passé 31 ans à attendre cette preuve, et elle n'est jamais venue. Et puis tu es apparu. Tu n'as rien prouvé. Tu es juste resté. Tu es resté quand c'était facile, et tu es resté quand ça ne l'était pas. Et tu restes en ce moment devant une pièce qui devrait être pleine et ne l'est pas, et tu ne bronches pas être choisi par toi, un jour où il aurait été facile de partir, est la seule preuve dont j'aurais jamais besoin. Le baiser. 11 personnes ont applaudi. Le son était ténu et réel, et il ne remplissait pas tant le jardin qu'il ne remplaçait le silence par quelque chose de mieux. Jeanne pleurait. Théo souriait si largement que son visage semblait pouvoir se fendre. Lise tenait son téléphone pour enregistrer. Gérard était assis les mains jointes, hochant la tête une fois, comme il reconnaît les choses solides et bien construites. La photographe, Cass, se déplaça pendant la cérémonie avec une efficacité tranquille.
Je verrai les photos plus tard et découvrirai que la lumière avait été parfaite, que la glycine était en pleine floraison, et que dans les plans larges, les chaises vides derrière nous ressemblaient moins à une absence qu'à des ailes blanches repliées. Attendant une congrégation qui existait ailleurs, dans une autre version de cette journée, et qui s'était simplement perdue. La réception commença à 16h sur la terrasse en pierre. Quelque part entre la cérémonie et le premier toast, Madame Laurent avait accompli un miracle discret. Les 10 tables rondes avaient disparu. À leur place, elle avait poussé 2 longues tables ensemble en forme de L, les avait recouvertes des nappes blanches et des centres de table en pivoine, et avait retiré tous les marque-places supplémentaires. Elle avait plié de nouvelles serviettes et repositionné les bougies afin que la lumière se concentre au centre du groupe au lieu de se disperser dans une pièce vide. L'effet était intime au lieu d'être vide, un dîner de famille au lieu d'un banquet. Elle avait fait cela sans demander, sans attirer l'attention, et quand je croisai son regard sur la terrasse, je lui murmurai « Merci ». Et elle me fit un petit signe de tête qui contenait plus de gentillesse qu'un discours. Gérard raconta une histoire sur la fois où Marc, alors âgé de 13 ans, avait essayé de construire une cabane dans l'arbre dans le jardin, et toute la structure s'était effondrée sur leur chien, qui dormait en dessous. Le chien allait bien, dit Gérard. Il a dormi pendant tout le truc. Marc a pleuré pendant 1 heure. Jeanne lui a tapé sur le bras et a dit qu'il avait 12 ans. Gérard a dit qu'il avait 13 ans et demi et qu'il l'a reconstruite le week-end suivant et que cette deuxième cabane a duré jusqu'à ce que nous vendions la maison. Théo le confirma avec l'autorité d'un frère cadet qui avait passé son enfance à tester l'intégrité structurelle de tout ce que Marc construisait. Tout le monde a ri et le rire a rebondi sur la terrasse en pierre et sonnait presque normal, presque comme une réception de mariage où rien ne manquait. La nourriture était excellente, gambas et polenta, légumes verts braisés, pain de maïs avec du beurre au miel. Le traiteur avait ajusté les portions afin que les plats paraissent pleins plutôt que caverneux. Le gâteau au citron attendait sur son support, 3 étages de glaçage au beurre brillant sous le soleil tardif. Mon téléphone a vibré 2 fois dans ma pochette, et je l'ai laissé là. À 16h45, une femme apparut au bord de la terrasse. Elle avait la soixantaine, grande et droite, avec une peau foncée et un chemisier en soie argenté, et elle portait une petite enveloppe de couleur crème à 2 mains, comme on porte quelque chose d'irremplaçable. Je ne la reconnus pas. Elle s'approcha de moi et me tendit la main. « Éléonore, dit-elle, je m'appelle Ruth Okoro. Votre grand-mère Mine était ma plus chère amie pendant les 8 dernières années de sa vie. Elle m'a demandé de vous donner quelque chose ce jour-là. » Je lui serrai la main. Sa poigne était chaude et ferme. « Comment avez-vous su pour le mariage ? » Mine m'a dit la date. Elle est décédée il y a 3 ans. Ruth sourit et c'était le genre de sourire qui porte un secret qu'il a patiemment gardé. Elle m'a dit que vous vous marieriez un samedi de mai dans un jardin à Bordeaux. Elle était très précise. Elle a dit que vous choisiriez un endroit avec de la glycine parce que vous avez toujours aimé sa tonnelle à Tours. J'ai vérifié les listes de mariage de Bordeaux chaque printemps depuis son décès. Je ne savais pas quoi dire. L'idée de ma grand-mère, décédée depuis 3 ans, arrangeant encore les choses de l'autre côté de l'au-delà, était si parfaitement dans son personnage que cela me serrait la gorge. J'ai conduit Ruth à une chaise à notre table, et Marc lui a versé un verre d'eau, et elle s'est assise comme si elle avait été attendue depuis le début. Après quelques minutes, Ruth a demandé si nous pouvions parler en privé. Nous nous sommes dirigés vers un banc en pierre au bord du jardin où la pelouse rencontrait une rangée de lilas des Indes en pleine floraison rose. Le bruit de la terrasse s'est adouci derrière nous. Une tortue a glissé du bord de l'étang et a disparu dans l'eau sans un bruit. Ruth a posé l'enveloppe sur le banc entre nous. Votre grand-mère a écrit ceci 2 mois avant sa mort. Elle me l'a donné et m'a dit, Ruth, donne ceci à Éléonore le jour de son mariage. Pas avant. Elle en aura besoin à ce moment-là. Je l'ai gardé dans mon buffet pendant 3 ans. J'ai touché l'enveloppe, mon nom sur le devant, écrit de la main de ma grand-mère, petite et anguleuse, qui ressemblait à celle d'un médecin mais était en fait celle d'une calligraphe entraînée, devenue décontractée avec l'âge. Il y a autre chose, dit Ruth. Elle a joint ses mains sur ses genoux, et sa voix est passée à un registre plus bas et plus prudent, comme les gens parlent quand ils donnent une information qu'ils ont portée longtemps.
Votre grand-mère a modifié son plan successoral 3 ans avant son décès. Elle a créé une fiducie. Elle m'en a parlé parce que j'étais greffière au tribunal des successions avant de prendre ma retraite et elle voulait que quelqu'un en dehors de la famille soit au courant. Elle a dit, Colette sera prise en charge par tout le monde. Colette n'a jamais manqué d'attention ou de défense. Éléonore aura besoin de prendre soin d'elle-même, alors je lui donne les moyens. Je suis restée immobile. Le banc était chaud du soleil. Une fleur de gardénia était tombée sur le chemin de pierre près de mon pied, et je l'ai regardée, blanche et cireuse, et déjà en train de brunir sur les bords. Elle m'a aussi parlé de la robe, dit Ruth. La robe en organza de soie. Elle a dit qu'elle était pour vous. Elle l'a dit directement à votre mère plus d'une fois. Elle a dit que la robe allait à celle qui se portait avec grâce, pas à celle qui exigeait une couronne. Ma mère a choisi de l'entendre différemment, dis-je. Ruth ne contredit pas. Elle resta assise avec moi dans le silence, et le silence entre nous était d'un genre différent du silence avec lequel j'avais vécu toute la journée. C'était le silence de deux personnes qui comprennent la même chose et n'ont pas besoin de l'expliquer. J'ai ouvert l'enveloppe. La lettre était une seule page manuscrite recto verso de l'écriture anguleuse de ma grand-mère. Je l'ai lue une fois lentement. Mes yeux ont parcouru ces mots, et mes mains sont restées fermes, et le jardin était très silencieux, à l'exception du son lointain de la voix de Gérard racontant une autre histoire sur la terrasse. Quand j'ai eu fini, j'ai replié la lettre sur ses plis, les glisser dans l'enveloppe et les presser à plat contre ma poitrine. J'ai trouvé le dépôt de fiducie, dis-je. Il y a 8 mois, au bureau d'enregistrement du département de la Gironde, à Bordeaux, je cherchais des titres de propriété pour une cliente, et son nom est apparu dans l'index des donateurs. Les yeux de Ruth se sont adoucis. Quelque chose dans sa posture s'est relâché, comme si elle s'était préparée à la possibilité de devoir tout expliquer et était maintenant soulagée de constater que ce n'était pas nécessaire. Elle m'a dit que vous le trouveriez vous-même. Elle a dit, vous étiez la seule de la famille à lire les petits caractères. J'ai failli rire. Grand-mère avait le don de faire passer la prescience pour du bon sens. Laissez-moi vous raconter le jour où je l'ai trouvée. 8 mois avant mon mariage, un jeudi matin de septembre, j'étais au bureau d'enregistrement du département de la Gironde, cherchant les historiques des titres de propriété pour un litige de bornage. Ma cliente possédait un terrain à Bourgogne, une petite communauté à l'est de Bordeaux, et le voisin revendiquait une servitude qui n'existait pas. Je croisais les références de l'index des propriétaires acquéreurs remontant à 30 ans. Un processus fastidieux qui implique de feuilleter des registres et de vérifier les entrées numériques par rapport aux dépôts originaux. Quand j'ai vu un nom que j'ai complètement reconnu, document de fiducie de Minchen déposé 6 ans auparavant. Ma main s'est arrêtée sur la page. J'ai regardé l'entrée longtemps. Puis j'ai tiré le dossier. C'était une fiducie irrévocable dûment exécutée, authentifiée devant 2 témoins dont je ne reconnaissais pas les signatures. La fondatrice était ma grand-mère. Le fiduciaire était un avocat de Tours nommé Maître Arnaud Dubois que je n'avais jamais rencontré. La seule bénéficiaire était moi, Éléonore Hélène Chen. L'actif, un immeuble commercial à usage mixte au 412 rue Nationale, Tours, contenant 2 espaces commerciaux au rez-de-chaussée et 4 appartements au-dessus. Au moment du dépôt, la valeur estimée était de 1,1 million d'euros. Je l'ai lu 3 fois. J'ai vérifié la date d'authentification notariale, les signatures des témoins, la description légale de la propriété, le numéro d'inscription au barreau du fiduciaire. Tout était en ordre. Le document était étanche, comme seul un instrument juridique soigneusement rédigé peut l'être, précis, exhaustif et délibérément hors de portée de toute modification. C'est ce que signifie irrévocable. On ne peut pas revenir dessus. J'ai conduit au tribunal judiciaire le lendemain matin et j'ai confirmé que la fiducie était dûment déposée, actuellement active et n'avait jamais été contestée ni modifiée. Le greffier qui a sorti le dossier n'a pas demandé pourquoi je regardais. Je n'ai pas fait de zèle. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et je me suis assise sur le canapé longtemps. L'appartement était silencieux. Marc travaillait tard sur un chantier. J'ai tenu la photocopie de la fiducie sur mes genoux et j'ai fixé le nom de ma grand-mère en haut et mon nom en bas. Et entre eux,
Le langage juridique qui disait, d'une manière formelle et sans émotion, qu'une femme que j'aimais avait regardé sa famille et fait un choix, et le choix c'était moi. Je n'ai pas dit à Marc pendant 2 semaines. Quand je l'ai finalement fait, étalant la photocopie sur notre table de cuisine après le dîner, il l'a lu 2 fois, m'a regardé et a dit, « Que veux-tu faire ?»« Rien. Pour l'instant. » Il a hoché la tête. Marc ne pousse pas. Il attend, et cette attente n'est pas passive. C'est une forme de confiance, le genre humain, plus rare que le genre légal, et plus difficile à rédiger. J'avais mes raisons de garder le silence. Si j'avais dit à ma famille, ma mère m'aurait demandé de partager la propriété avec Colette, parce que c'est ce qu'elle demande toujours. Et la demande aurait été déguisée en équité, mais aurait en réalité visé à gérer la réaction de Colette. Mon père se serait rangé du côté de ma mère, comme il se range du côté de celui qui parle le plus fort. Colette aurait prétendu que grand-mère était confuse ou que je l'avais manipulée, ou que la fiducie était une erreur, ou les 3 à la fois, car Colette n'a jamais rencontré de récit qu'elle ne puisse réécrire pour se placer au centre. Quelqu'un aurait engagé un avocat pour contester la fiducie et ils auraient perdu, car j'avais 25 ans lorsqu'elle a été déposée, vivant à Bordeaux, à 200 km de l'avocat de grand-mère. Je ne l'avais pas demandé. Je ne la connaissais pas. La loi était claire et j'ai laissé la loi suffire. Marc m'avait gardé ma place et avait posé un verre d'eau fraîche à côté de mon assiette. Ruth était assise à côté de Jeanne et elles étaient plongées dans une conversation sur les projets de restauration historique de Bordeaux, qui était le domaine de passion de Ruth et celui de curiosité polie de Jeanne. Les 2 semblaient être amies depuis des années, penchées l'une vers l'autre avec la posture aisée des femmes qui ont épuisé les banalités et sont arrivées à l'endroit où la vraie conversation vit. Je me suis assise. J'ai pris mon téléphone. 3 appels manqués de ma mère. Un SMS. Appelle-moi. Urgent. Sous le texte, une photo. Je l'ai ouverte. Colette se tenait devant une arche fleurie. Ses bras étaient grands ouverts. Son sourire, celui qu'elle utilise pour les appareils photo, celui qui montre chaque dent et plisse ses yeux à des angles qu'elle a pratiqués devant des miroirs depuis ses 15 ans. Derrière elle, je pouvais compter au moins 40 personnes. J'ai vu ma tante Patricia dans une robe verte. Mon oncle Raymond, le bras autour de sa femme. Mes cousines Denise et Kylian debout près du bar. Mon père à l'arrière, à moitié tourné, un verre à la main, regardant son téléphone. Et au 2e rang, un groupe de visages que je reconnaissais, des voisins d'enfance, des femmes de l'ancienne rue, un couple du club de lecture de ma mère, un couple de l'église qui connaissait notre famille depuis 20 ans. Tous à la fête de fiançailles de Colette, chacun d'eux qui n'est pas venu à mon mariage. Colette portait la robe de grand-mère. La robe en organza de soie de 1967, celle qui avait disparu du garde-meuble. Celle que ma mère avait dit être probablement rangée quelque part. Elle était sur Colette. L'encolure était juste. La traîne de la jupe était juste. La façon dont le tissu captait la lumière sur la photo était juste, mais l'ajustement était incorrect. Colette est plus grande que moi de 7 cm et plus étroite des hanches. Et je pouvais voir où le tissu était pincé à la taille, maintenu en place par des épingles qui captaient le flash de l'appareil photo de quelqu'un. L'ourlet tombait 1 centimètre trop court, flottant au-dessus de ses chevilles alors qu'il aurait dû effleurer le sol. La robe avait été faite pour grand-mère, qui avait ma taille, ma morphologie. Elle était faite pour une femme de ma corpulence. J'ai fixé la photo. Marc s'est penché sur mon épaule et j'ai incliné l'écran pour qu'il puisse voir. Sa mâchoire s'est serrée. Ce muscle sur le côté de son visage qui bouge quand il retient quelque chose, celui que je peux lire avec la même précision et compréhension totale que les dépôts légaux. Mais j'ai regardé la photo et j'ai vu au-delà de la robe, au-delà de la foule, au-delà de l'arche fleurie. J'ai vu les yeux de Colette. Même sur la photo, même en plein sourire, ses yeux scrutaient la pièce, vérifiant, comptant, s'assurant que tout le monde regardait, s'assurant qu'elle était le centre comme elle a toujours eu besoin d'être le centre. Non pas par cruauté calculée, mais par une faim si profonde qu'elle n'a pas de fond. Colette ne vole pas l'attention parce qu'elle est mauvaise. Elle la vole parce qu'elle est vide et que l'attention est la seule chose qui la remplit, et elle se vide aussi vite qu'elle peut la verser.
Et donc elle doit continuer à se remplir, à jouer un rôle, à être la chose la plus brillante de la pièce, et c'est épuisant à regarder et cela doit être insupportable à vivre. J'ai baissé les yeux sur ma propre robe, la robe fourreau ivoire de la boutique de la rue Sainte-Catherine. Elle me convenait. Elle était à moi. Personne n'a eu besoin de l'épingler. Personne n'a eu besoin de la voler. Je l'ai choisie, achetée, fermée moi-même, et elle reposait sur mon corps comme si elle y appartenait. J'ai souri. Le sourire n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la satisfaction ni de la joie mauvaise, ni aucun des sentiments tranchants qui habitent l'endroit où la blessure rencontre la justification. C'était le soulagement spécifique d'un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il était distinct de mon corps. Le poids de devoir être vu par ma famille. Le poids de mesurer ma valeur par leur présence. Je l'ai déposé à ce moment-là, dans la lumière dorée d'un après-midi bordelais, à une table avec 11 personnes qui étaient venues, et je l'ai laissé partir. Marc a dit, « Tu vas bien ?» Je vais la rappeler. Je suis allée à l'intérieur du lieu, dans une petite pièce à côté du hall principal qui sentait le vieux bois et le polish au citron. Une fenêtre donnait sur le jardin arrière où le dernier soleil de l'après-midi transformait les lilas des Indes en cuivre. J'ai fermé la porte. J'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la deuxième sonnerie et sa voix était celle qu'elle adoptait quand elle avait été prise en faute et tentait de devancer la culpabilité. Salut, rapide, un peu essoufflé. Éléonore, je viens de voir Colette. Elle porte la robe de ta grand-mère. Je ne savais pas qu'elle l'avait. Elle a dû la prendre dans le garde-meuble. Je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée qu'elle ferait ça. Je sais. Tu sais qu'elle l'a prise. Je sais qu'elle la porte. J'ai vu la photo que tu as envoyée. Une pause. Le son d'une fête en arrière-plan. Des rires étouffés. La ligne de basse d'une chanson que je ne pouvais pas identifier. Puis, j'aurais dû être là aujourd'hui, Éléonore. J'aurais dû venir à ton mariage. Oui, tu aurais dû. Le silence entre nous était de ceux qui contiennent des meubles. Lourd et encombré d'années de conversations qui ont pris la même tournure. Elle me demandant de comprendre, moi comprenant le schéma, se répétant jusqu'à ce que le schéma devienne la relation et la relation devienne un schéma et qu'il n'y ait plus moyen de dire où l'un finissait et l'autre commençait. Tout le monde est venu ici, dit-elle, et sa voix était plus petite. Maintenant, la voix d'une femme qui s'écoute et n'aime pas le son. Toute la famille. La fête de Colette. Je pensais que tu comprendrais. Tu as toujours été la plus forte, Éléonore. Tu n'as pas besoin de moi comme elle. Je comprends, maman. C'est le problème. Je comprends exactement pourquoi tu as choisi sa fête. J'ai toujours compris. J'ai compris quand elle a fait une crise à ma remise de diplôme du lycée et que tu as passé la réception à la calmer dans le parking. J'ai compris quand elle a annoncé son voyage en Europe la même semaine où j'ai réussi l'examen d'assistante juridique et que le dîner de famille est devenu une question de son itinéraire. J'ai compris quand elle t'a appelé 17 fois le jour de mon déménagement à l'université parce qu'elle te manquait et que tu es rentré à la maison avant que mes cartons ne soient déballés. J'ai passé toute ma vie à comprendre et j'en ai fini. Éléonore, s'il te plaît. La robe est une robe, maman. Colette peut la garder. Elle ne lui va pas et elle le découvrira finalement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, grand-mère m'a donné quelque chose de plus important qu'une robe, et je l'ai trouvée par moi-même, comme elle a toujours dit que je le ferais. Je ne comprends pas. De quoi parles-tu ? Tu le découvriras. Par les canaux appropriés, comme fonctionnent les choses légales. J'ai entendu ma mère respirer à l'autre bout, et j'ai pu cartographier la forme exacte de sa confusion, la façon dont elle se mêlait à la culpabilité, et la légère impulsion réflexe de défendre Colette. Même maintenant, j'aurais pu tout expliquer à ce moment-là. J'aurais pu lui parler de la fiducie, de l'immeuble, du dépôt de 1,4 million d'euros au tribunal judiciaire. J'aurais pu faire exploser cette information par téléphone et écouter le silence qui aurait suivi, le silence spécifique d'une femme découvrant que la fille qu'elle avait négligée était celle qui avait été choisie. J'ai choisi de ne pas le faire.
La fiducie ferait surface d'elle-même par l'intermédiaire de l'avocat successoral, par le processus légal que ma grand-mère avait mis en branle il y a 6 ans avec la précision calme d'une femme qui aimait ses 2 petites filles et ne faisait confiance qu'à une seule. Je dois y aller, dis-je. Nous allons couper le gâteau. Éléonore, attends. Au revoir, maman. J'ai raccroché. Je suis restée dans cette petite pièce pendant 1 minute, respirant. L'odeur de polish au citron était piquante et propre. J'ai posé mes mains à plat sur la vieille table en bois et j'ai senti le grain sous mes paumes, et j'étais pleinement dans mon corps pour la première fois de la journée. Le chagrin était toujours là. Il siégeait dans ma poitrine comme une pierre, lourd et lisse et permanent. Mais à côté, occupant le même espace sans l'encombrer, il y avait autre chose. La connaissance nette et solide que j'avais tenu bon dans ma propre autorité et dit la vérité sans cruauté, sans supplier, sans jouer de rôle. J'avais dit ce qui était réel, et laissé cela suffire. Quand je suis revenue sur la terrasse, Marc m'attendait avec un couteau à gâteau. Le gâteau au citron se dressait sur ses 3 étages, le glaçage au beurre lisse et brillant, quelques brins de lavande fraîche glissés entre les couches. La recette de grand-mère. Je l'avais trouvée dans sa boîte à recettes quand j'avais 8 ans, écrite sur une fiche jaunie de son écriture anguleuse, intitulée « Gâteau au citron pour celle qui reste ». Le titre n'avait jamais eu de sens auparavant. Debout là, du gâteau sur mes doigts et mon mari à mes côtés, il en eut. Marc et moi avons tenu le couteau ensemble et avons coupé la première tranche. 11 personnes ont applaudi. Le son a rebondi sur la terrasse en pierre et s'est dispersé dans le jardin où la glycine l'a capté et retenu dans ses feuilles. J'ai mangé ma tranche lentement. Le gâteau était acidulé et sucré et dense, comme seul le vrai beurre, les citrons frais et la patience peuvent le faire. Il avait le goût de la cuisine de grand-mère les samedis matins quand j'avais 8, 9 ou 10 ans. Et elle se tenait au comptoir à Tours et m'apprenait à crémer le beurre et le sucre à la main, mon petit bras douloureux à cause de la cuillère en bois mélangeant, lentement la mixture devenant pâle et moelleuse sous la pression. Colette essayait 1 minute, se plaignait que son bras lui faisait mal, et allait regarder la télévision. Je restais, faisant tourner la cuillère en cercle lent, et grand-mère s'appuyait contre le comptoir avec son café et me regardait et disait « Tu es la seule à rester assez longtemps pour apprendre. » La lumière est devenue dorée. Fin d'après-midi à Bordeaux, quand la mousse espagnole attrape le soleil bas, et que toute la ville semble avoir été trempée dans de l'ambre. Cass a fait le tour de la table, prenant des photos sur le vif, son appareil photo cliquant doucement. Elle en a pris une de moi riant avec du glaçage au beurre sur mon pouce, et cela deviendrait ma photo préférée du mariage. Non pas à cause de mon apparence, mais à cause de l'expression sur le visage de Marc derrière moi, fierté et amour, et une fureur contenue. Pour les gens qui avaient rendu ces chaises vides, tout cela, retenu dans la tension de sa mâchoire, et la douceur de ses yeux, qui sont 2 émotions différentes dans 2 parties différentes de son visage, et toutes 2 étaient pour moi. La soirée s'est déroulée lentement, comme les bonnes soirées le font quand il n'y a nulle part où aller et personne pour qui jouer un rôle. Gérard et Jeanne ont dit au revoir vers 20h. Jeanne m'a de nouveau serré dans ses bras, longtemps et pleinement, et cette fois elle a dit « Tu fais partie de la famille maintenant, et nous ne laissons pas tomber la famille. » C'était le genre de phrase qui semble simple jusqu'à ce que vous l'entendiez le jour où votre propre famille vous a laissé tomber, et alors elle ouvre quelque chose qui avait besoin d'être ouvert. Gérard m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque. « Nous l'avons gardé pour son mariage, dit-il. Heureux de pouvoir enfin l'utiliser. » Théo a serré son frère dans ses bras et lui a murmuré quelque chose à l'oreille qui a fait rire Marc d'un vrai rire. Le genre qui secoue ses épaules et change la forme de son visage. Eva m'a serré la main et a dit qu'elle enverrait la vidéo qu'elle avait prise des vœux. Lise a dit, pour l'histoire, c'était le plus beau mariage auquel j'ai jamais assisté, et j'en ai fait 30. David a serré la main de Marc et a dit, tu as bien fait, mon gars. Ce qui était suffisant. Ruth fut la dernière à partir. Elle se tenait près de sa voiture sur le parking, les chênes-lièges formant une canopée sombre au-dessus de nous et les premières étoiles apparaissant dans les interstices entre les feuilles. Elle tenait mes 2 mains. Mine aurait été au premier rang, dit-elle. Elle aurait été si fière qu'elle n'aurait pas pu rester assise. Elle aurait applaudi le plus fort.
Elle aurait apporté une cocotte et 3 desserts et aurait dit au traiteur comment faire son travail. J'ai ri et le rire est devenu humide sur les bords et Ruth a serré plus fort mes mains. Lis la lettre quand tu seras prête, dit-elle. Elle le pensait vraiment. Je sais déjà. Ruth est partie et les feux arrière ont disparu dans le tunnel de Chêne-Liège. Et puis il ne restait que nous. Éléonore et Marc, mariés, debout sur un parking vide à Bordeaux, avec un coffre plein de restes de gâteaux au citron. Et la dernière lumière s'échappant du ciel. Nous sommes rentrés à la maison. La voiture était silencieuse. Pas le mauvais genre. Le genre où 2 personnes ont traversé quelque chose ensemble et le silence est une pièce partagée où ils peuvent tous les 2 s'asseoir. Marc a tendu la main et a tenu la mienne sur le levier de vitesse et j'ai répondu et la route s'est déroulée à travers les arbres sombres et les phares ont tracé un chemin à travers les ombres de la mousse espagnole. Dans la voiture, j'ai ouvert la lettre de grand-mère. Marc conduisait et je l'ai lue à la lueur de l'écran de mon téléphone. La majeure partie était entre elle et moi. Des mots privés, le genre qui perdent leur pouvoir à être racontés, qui n'existent que dans l'espace entre la personne qui les a écrits et la personne à qui ils étaient destinés. Mais vers la fin, elle a écrit « Tu n'as jamais été la silencieuse, Éléonore. Tu étais celle qui écoutait. Il y a une différence, et c'est tout. » J'ai plié la lettre et l'ai gardée sur mes genoux pendant le reste du trajet. 4 mois plus tard, j'étais assise à la table de la cuisine de notre nouvelle maison. La maison à rénover du quartier de la Chartreuse était à nous, hypothèque signée, clé en main, chaque pièce un projet et une promesse. Marc avait lui-même refait les parquets du salon, comme il l'avait promis dans ses vœux, et toute la maison sentait le polyuréthane et la sueur, et la chaleur spécifique d'un foyer que bâtissent les personnes qui y vivent. Il était dans le jardin arrière, travaillant sur le cadre de la véranda, le son de sa perceuse ponctuant l'après-midi par des éclats réguliers et déterminés. Sur la table devant moi, une lettre de l'avocat successoral gérant les affaires de grand-mère. La succession était finalisée. La fiducie irrévocable avait été exécutée. L'immeuble commercial à usage mixte au 412 rue Nationale, Tours, désormais évalué à 1,4 million d'euros, était officiellement et uniquement à mon nom. J'ai posé la lettre, j'ai versé un verre d'eau et je l'ai bu. Et puis le téléphone a sonné. Colette. Je n'avais pas entendu sa voix depuis avant le mariage. 4 mois de silence que je n'ai ni rompu ni pleuré. J'ai décroché. L'avocat dit que l'immeuble est à toi. Pas de bonjour, pas de préambule. Sa voix était celle que j'ai toujours le mieux connue. La voix aiguë et pressurisée de Colette se voyant refuser quelque chose qu'elle était certaine être à elle. C'est la voix d'une femme dont l'identité est entièrement construite à partir de validations externes et qui perçoit toute distribution de ressources qui ne la favorise pas comme une attaque personnelle. C'est ce n'est pas possible. Grand-mère ne te laisserait jamais l'immeuble. Elle m'aimait. Elle a toujours dit qu'elle prendrait soin de moi. Elle t'aimait, oui. Maman, papa, les tantes, les oncles, toute la famille. Ils ont toujours pris soin de toi, Colette. Ils ont pris soin de toi le jour de mon mariage. Grand-mère m'a laissé l'immeuble parce qu'elle savait que personne d'autre n'allait prendre soin de moi. Tu as volé ça. Tu l'as manipulé d'une manière ou d'une autre. J'avais 25 ans quand elle a déposé la fiducie. Je vivais à Bordeaux. Je n'avais pas visité Tours depuis 6 mois. Je ne connaissais pas le nom de son avocat. Je ne savais pas que la fiducie existait avant de trouver le dépôt il y a 8 mois par accident en faisant mon travail. Silence sur la ligne. J'ai entendu le léger bruit d'une télévision en arrière-plan chez Colette. Le murmure de la vie de quelqu'un d'autre raconté par l'écran de quelqu'un d'autre. Maman dit que tu devrais le partager. Elle dit que c'est ce que grand-mère aurait voulu. Grand-mère voulait exactement ce qu'elle a écrit, signé et fait authentifier devant 2 témoins. Ils disent ce qu'une personne signifie quand personne ne peut plus le lui demander. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table et je l'ai regardé. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti le flot ardent de justification que j'avais imaginé dans des moments plus faibles, éveillé à 3 heures du matin pendant que Marc dormait à côté de moi et que la maison craquait autour de nous. Ce que j'ai ressenti, c'était le poids lourd et propre de la confiance de quelqu'un d'autre en moi,
donnée librement sans que je la demande, et l'obligation de la porter sans plier. Marc est entré par la porte arrière, de la sueur sur ses avant-bras, sa perceuse encore à la main. Il a vu mon visage. À quel point c'est grave? Elle rappellera. Il rappelle toujours. Il a posé la perceuse sur le comptoir et s'est assis à côté de moi. La cuisine était à moitié peinte, les placards encore le bois original des années 40 que nous prévoyions de garder, et la lumière de fin d'après-midi entrait par la fenêtre au-dessus de l'évier d'une manière qui faisait briller la pièce. Comme la lumière bordelaise le fait quand elle décide d'être généreuse. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « Je vais bien. » Il a posé sa main sur la table, paume ouverte. J'ai placé la mienne par-dessus et ses doigts se sont refermés autour des miens et nous sommes restés là un moment sans parler pendant que la perceuse refroidissait sur le comptoir et que la véranda attendait dehors, à moitié construite et patiente. Ce soir-là, je me suis assise sur la véranda. Marc avait construit le cadre et posé 2 planches, suffisamment pour que 2 personnes s'y asseyent si elles ne craignaient pas les espaces entre les planches et l'absence de rampe. Je me suis assise avec une tasse de thé, les jambes étendues sur le bord. Et la soirée bordelaise s'est installée autour de moi comme une eau chaude épaisse de jasmin provenant du jardin voisin et le son des grillons s'accordant pour le quart de nuit. J'avais l'habitude de mesurer l'amour par la présence, qui se montrait, qui appelait, qui envoyait la carte, qui s'asseyait sur la chaise. J'ai construit un registre dans ma tête et je le consultais à chaque fête, chaque anniversaire, chaque crise, notant qui était présent et qui était absent. Et le calcul ne s'équilibrait jamais. Les crédits étaient toujours insuffisants, les débits toujours croissants. J'ai porté ce registre pendant des années, ajoutant des entrées, croisant des références, convaincu que si je pouvais juste obtenir les bons chiffres, je pourrais prouver quelque chose d'essentiel sur ma valeur. Le registre est maintenant fermé. Je ne veux pas dire qu'il est pardonné. Je veux dire que j'ai cessé de le tenir. Les colonnes sont toujours là. Les entrées toujours lisibles, mais je ne fais plus les totaux. Le calcul n'allait jamais s'équilibrer parce que le calcul n'était jamais le but. Le but était que je comptais tout et compter, c'est ce que l'on fait quand on ne croit pas en la valeur sans preuve. Grand-mère m'a laissé un immeuble. Elle m'a aussi laissé une lettre. Elle m'a aussi laissé une recette de gâteau au citron intitulée « Pour celle qui reste ». Ces choses ne sont pas égales en valeur marchande, mais elles sont égales dans ce qu'elles disent, à savoir, je t'ai vu. Je t'ai vu quand tu es resté dans la cuisine pendant que ta sœur regardait la télévision. Je t'ai vu quand tu as lu chaque page de chaque document pendant que tout le monde survolait. Je t'ai vu quand l'attention de la famille était toujours portée sur quelqu'un d'autre. Et je t'ai choisi non pas parce que tu étais meilleure, mais parce que tu étais celle qui porterait le poids sans craquer et sans demander d'applaudissements. Colette gardera la robe. Elle la portera ailleurs, à un autre événement où les caméras seront allumées et le public nombreux, et elle continuera de ne pas lui aller, et elle continuera de l'épingler, et finalement elle la mettra dans un placard et l'oubliera. La robe était faite pour une femme un M68 avec des hanches larges et des mains fermes. Et Colette n'est aucune de ces choses et ce n'est pas de sa faute. Elle a été faite pour d'autres vêtements. J'espère qu'elle les trouvera. Ma mère rappellera. Elle me demandera de partager l'immeuble. Elle utilisera des mots comme « famille » et « équité » et « ce que grand-mère aurait voulu ». Et je lui dirai que ce que grand-mère voulait est écrit dans un document légal déposé au bureau d'enregistrement du département de la Gironde. Et si elle veut le lire, elle peut aller à Bordeaux. Je ne crierai pas. Je ne m'expliquerai pas pour la 100e fois. Je dirai ce qui est vrai et je la laisserai s'en accommoder. Si elle ne peut pas s'en accommoder, c'est sa chaise, pas la mienne. Je ne les couperai pas les ponts. Je ne ferai pas de déclaration publique de rupture ou de longues déclarations sur les réseaux sociaux ou n'enverrai pas de lettres énumérant leurs échecs. Ce genre de spectacle appartient à un autre membre de la famille. Ce que je ferai, c'est cesser d'arriver à leur table les mains ouvertes, demandant à être remplies. Je viendrai les mains déjà pleines, ou je ne viendrai pas du tout, et la différence parlera d'elle-même. 11 personnes. C'était le nombre à mon mariage. Marc, ses parents, son frère Théo, Eva, Ruth, Lise, David, casse derrière son appareil photo, l'officiant, et moi.
Je porte ce nombre comme une petite pierre brillante dans ma poche, lisse à force d'être retournée et retournée entre mes doigts. Certains le qualifieraient de petit. Certains le qualifieraient de triste. Je l'appelle la vérité. 11 personnes sont venues parce qu'elles l'ont choisi, non parce qu'elles y étaient contraintes, non parce que la culpabilité, l'obligation ou la peur d'être critiquées les a traînées sur une chaise. Elles sont venues parce qu'elles voulaient me voir épouser l'homme que j'aime. Et elles ont applaudi quand nous nous sommes embrassés, et le son était ténu et réel, et c'était plus que suffisant. Marc est sorti et s'est assis à côté de moi sur les 2 planches. Il n'a pas demandé à quoi je pensais. Il a apporté sa propre tasse de thé et l'a posée sur le cadre de la véranda et s'est penché en arrière, et la véranda à moitié construite a craqué sous notre poids combiné. Elle a tenu.